vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Les voyages en avion se multiplient depuis la fin de la pandémie et sans doute vous avez voyagé récemment. Prendre l'avion, ça reste un des transports les plus sûrs. Pourtant, certains incidents récents nous inquiètent. Un avion de la compagnie américaine Alaska Airlines perdait récemment un hublot en plein vol. Ça a poussé l'Agence fédérale américaine de l'aviation civile à garder au sol les 171 appareils 737 MAX 9 de Boeing pour les inspecter. Le Québec est un des leaders en aéronautique. Pourtant, le Canada obtenait dernièrement une note très moyenne, un C ou un 64% du côté de la sécurité et de la supervision des vols aériens par l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI. Alors, comment construire des avions plus sécuritaires? Nous en parlons tout de suite. Ne bougez pas. Je vote pour la science aujourd'hui. Nous nous intéressons à la sécurité dans les avions. Les compagnies d'aviation rencontrent plusieurs enjeux de sécurité du côté de la construction, de l'entretien jusqu'à la cybersécurité. Donc pour en parler, je suis en compagnie de Gabriela Nicolescu, professeure et directrice du département de génie informatique et de génie logiciel de Polytechnique Montréal. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis aussi en compagnie de Meram Ebrahimi, professeur titulaire au département de management et de technologie de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM et directeur de l'Observatoire de l'aéronautique et de l'aviation civile. Bonjour. Oui, bonjour. Panne de moteur, risque de collision et même des manœuvres qui entraînent des bris. Je pense à la collision des ailes de 2 avions d'Air Canada à l'aéroport de Vancouver au printemps dernier ou un incident de la compagnie américaine Alaska Airlines, un avion qui perd un hublot en plein vol. Cela nous rappelle toutefois que la sécurité reste un enjeu très important. Professeur Ebrahimi, je vais commencer avec vous. Quand on parle de sécurité, généralement on parle de quoi exactement? Alors, il y a plusieurs aspects. Donc, c'est pour ça que dans l'aviation, on sépare la notion de sécurité et la sûreté. Donc, comme en anglais, sécurité et safety. Donc, il y a des éléments qui sont, je dirais, concernent l'intégrité de l'aéronef, donc l'avion, comment c'est construit, comment les éléments sont entretenus. Donc, dans sa conception, mais aussi il y a tout ce qui arrive, comme vous l'avez mentionné, par la suite, par la maintenance, par tout ce qui pourrait arriver, aussi des accidents, comme vous l'avez mentionné encore une fois, dans les aéroports, au niveau de chargement, au niveau des personnes qui travaillent autour de l'avion. Donc, tous ces éléments-là, donc, constituent une espèce d'ensemble de sécurité et de sûreté qui assure finalement donc des voyages sécuritaires. Et comme vous le savez, bon, ça fait partie maintenant des banalités, mais c'est le moyen de transport le plus sécuritaire quand même, l'aviation. Alors malheureusement à ça s'est ajouté, ou ça s'est renforcé dans les 20 dernières années, toutes les tentatives terroristes et autres aussi qui que ça soit pour attaquer l'intégrité physique de l'avion ou par le biais donc des attaques cyber, donc prendre le système de navigation ou toutes sortes de systèmes qui pourraient perturber un vol ou le trajet d'un avion. Oui, ça devient un peu plus complexe justement, professeur Nicolescu. Il y a la cybersécurité, une dimension importante pour la sécurité des avions, mais qu'on connaît moins. C'est quoi exactement cette cybersécurité dont on parle? Oui, la cybersécurité est un lien direct avec la connectivité. Donc, il y a des communications internes dans les avions, mais aussi des communications entre les avions et l'environnement. Donc, on parle d'échange d'informations entre les avions ou bien entre les avions et les équipements qui sont au sol. Et la connectivité est un lien direct avec l'expérience passager et l'expérience de l'équipage. Donc, toute cette information, c'est une information qui est critique. L'avion en soi, c'est une infrastructure critique, évidemment. Alors, quand cette information est erronée ou on interfère avec cette information, on bloque cette information, on parle alors d'un bris de cybersécurité ou d'un enjeu à ce niveau.
Est-ce que c'est quand on nous demande de fermer nos cellulaires, est-ce que c'est pour ça qu'on ne peut pas interférer avec toute cette connectivité-là? Oui. Avant, ça dépend des technologies, bien sûr, et des versions d'équipement qui est dans l'avion, mais entre autres, c'était pour éviter justement des interférences possibles. Mais aujourd'hui, c'est surtout des communications entre les avions. L'avion et le sol, que ça peut arriver, voilà. C'est les signaux GPS qui sont facilement brouillables, en fait. C'est assez facile à les désorienter. OK. Donnez-nous des exemples. Est-ce que c'est déjà arrivé? Ça, c'est déjà arrivé. Oui, le brouillage des signaux GPS, c'est un sujet des incidents qui ont eu lieu. Il y a plusieurs incidents et c'est en augmentation. Justement. C'est fréquent et en augmentation. C'est ça. Et les GPS ne sont pas seulement sujets à des brouillages, mais aussi de leurrage, de spoofing en anglais. Ça veut dire qu'on peut, ces signaux, on peut soit prendre l'identité, usurper l'identité de l'avion, ou on peut suivre des faux messages, ce qui fait que c'est des attaques encore plus compliquées. OK, des cybermenaces finalement, voilà, qui touchent aux communications. C'est ça. Oui. Professeur Ebrahimi, malgré tout, l'avion reste un moyen de transport plus sécuritaire que la voiture, vous l'avez souligné, mais selon vous, est-ce que les avions sont moins sécuritaires qu'avant? Justement, avec ces nouvelles technologies et la possibilité de brouiller les GPS. Vous savez, dans un avion, on va prendre un avion monocouloir avec 150, 200 passagers, il y a à peu près 1,5 million de pièces, de composants dans un avion. Alors, vous allez dans les plus gros avions, il y en a encore plus. Donc, chaque pièce peut être, d'une certaine manière, problématique. C'est une pièce, alors toutes les pièces n'ont pas la même aspect critique, mais ça peut jouer, ça peut être un petit peu le début d'un effet domino. Prenons par exemple le cas dans les années 91, 12, il y avait un avion donc de MD-11 de Suisse qui a pris feu en vol, donc au-dessus de Terre-Neuve, tout simplement parce qu'il y avait un court-circuit dans vous savez, ces petits écrans que vous avez devant vous, oui, donc il y avait un court-circuit et là, ça crée. Donc, vous voyez, chaque pièce qui va dans l'avion, c'est pour ça que c'est extrêmement réglementé, donc il faut que chaque pièce soit certifiée, ainsi de suite. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est long de développer un avion, c'est long de certifier un avion, parce que chaque pièce doit l'être. Et c'est un petit peu l'ensemble de ces mesures-là qui assure la sécurité, donc j'allais dire physique de l'avion. Alors, après, une fois que on a dit ça, dans la manière dont on fabrique les avions, dans la manière dont on fait le montage des avions, il peut y avoir des négligences pour des raisons qui s'expliquent d'ailleurs. Un petit peu le cas que vous avez mentionné, la porte cachée de 737 MAX 9 qui a été arraché à 5000 mètres ou d'autres cas. Donc, ce sont des éléments qui, par la suite, ça soulève, je dirais, de la logique de gestion, de management de ces entreprises-là et qui fait que, tout d'un coup, on a une série noire d'incidents autour de Boeing. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans la manière de gérer cette entreprise qui a changé dans les 20 dernières années et ça fait alors qu'ils étaient une des meilleures compagnies, je dirais, de fabrication, de conception d'avions, ils sont rendus là où ils sont incapables finalement de mettre quelque chose de qualité sur le marché. Oui. Les voyages en avion se sont démocratisés et après la pandémie, le rythme s'est même accéléré. Plus de voyages, ça signifie peut-être aussi plus d'incidents. Puis plus de voyages, c'est plus de personnes connectées aussi. On est beaucoup plus connectés qu'avant. En vol, on est quand même connecté. On reste connecté. Et même les systèmes de divertissement sont connectés, bien sûr. Donc, toutes ces connexions peuvent être vulnérables et sur les écrans, on peut afficher autre chose, on peut afficher des messages qui sont là juste pour faire peur, sans en faire plus. Donc, effectivement, il y a plusieurs communications qui peuvent être
qui peuvent être vulnérables. On pourrait penser que la cybermenace vient de l'extérieur, que en fait l'avion pourrait être bombardé de messages et de brouillage GPS et tout ça, mais ça pourrait venir aussi de l'intérieur, si je comprends bien. Effectivement, oui, effectivement. Donc parce qu'il y a plusieurs communications, plusieurs points de vulnérabilité, mais sur lesquels bien sûr il y a des solutions pour ne pas les avoir, mais il y a plusieurs dimensions à prendre en considération. Oui, d'où l'importance aussi de la formation, des entretiens et du personnel. Professeur Ebrahimi, vous avez peut-être parlé de la conception, mais les avions sont testés, certifiés donc avant la mise en service. Mais il y a des différences entre les pays et les organisations. Ce qu'attend en fait l'Agence européenne de la sécurité aérienne et la Federal Aviation Administration, la FAA américaine, c'est pas la même chose. Puis on sait, le Canada s'est récemment désolidarisé de la FAA. En fait, pourquoi c'est pas les mêmes normes pour tout le monde? En fait, oui, c'est pas des mêmes normes, mais dans l'ensemble, il n'y a pas énormément de différences non plus. Alors, ce qui est problématique un petit peu, c'est que, vous savez, le secteur de l'aéronautique, de l'aérospatiale de façon générale, ça représente donc un secteur extrêmement important pour tous ces pays dont vous venez de mentionner. Par exemple, aux États-Unis, donc c'est tout ce secteur. Donc si en plus on ajoute à ça la défense, les avions militaires, tout ça, ça représente énormément d'argent. C'est une source de richesse phénoménale. Pour que certains avions puissent être plus rapidement sur le marché, on a un certain nombre je dirais, d'exigences de certification. Par exemple, il y a quelques semaines, on a découvert, suite à cette porte arrachée, que que Boeing avait demandé auprès de gouvernement américain, enfin auprès de FAA, de fermer les yeux sur un problème technique qui est un système si vous voulez, qui chauffe autour du moteur pour pas qu'il y ait la glace qui se forme. Et ce système, étant donné que maintenant on utilise beaucoup les matériaux composites, donc avec ce système de chauffage peut prendre donc plus de température et être dangereux. Alors donc Boeing disait qu'il va falloir demander aux pilotes d'éteindre ce système-là au-delà d'un certain altitude. Sauf que dans un avion, ce n'est pas comme ça qu'on soit. Il suffit juste que le pilote oublie. Non, c'est pas comme ça. On a toujours des systèmes de sécurité, c'est-à-dire ça doit se faire automatiquement. Il y a des circuits parallèles et ainsi de suite. Donc, Boeing avait demandé à FAA de fermer les yeux sur ce problème technique de conception, et FAA avait accordé ça. Et c'est dans le foulée de problème de 737 MAX 9 quand ça s'est venu sur la place publique, et donc FAA a retiré cette autorisation de Boeing. Pourquoi? Parce que le fait d'arrêter la production des avions, le fait de ne pas livrer les avions, ça a un impact économique et politique très, très, très important. Alors, c'est au sujet de cette espèce de rigueur au niveau des mesures parfois que les pays, si vous voulez, font des différences. Autre chose aussi, c'est que parfois, en imposant des règles de cette nature-là, on essaie d'une certaine manière, défavoriser le pays concurrent ou la marque concurrente. Par exemple, aujourd'hui, les Chinois arrivent avec un avion, donc c'est le 119, qui est un avion monocouloir. Donc, on est extrêmement exigeant au niveau de la certification de cet avion-là parce que, d'une certaine manière, on n'est pas très intéressé que les Chinois entrent sur ce marché-là et brisent un peu le duopole Boeing et Airbus sur ce marché-là. Oui. Par exemple, par exemple, Concorde a été mise au point. Donc, une stratégie qu'on a développée pour essayer de contrer cet avion-là, c'était de dire que les avions supersoniques ne peuvent pas voler au-dessus du territoire américain. Alors, vous voyez, donc c'est vraiment très complexe par rapport à tout ça. C'est un marché concurrentiel. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Professeur Nicolescu,
On a parlé un petit peu des objets connectés et tout ça, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qu'apporte l'industrie 4.0 comme défi de sécurité? Parce qu'on est de plus en plus connectés, vous nous l'avez dit, à toutes sortes de choses et tout le temps finalement. Oui. Donc, qu'est-ce que l'industrie 4.0, c'est l'avenir, mais qu'est-ce que ça apporte comme défi peut-être supplémentaire pour la sécurité? Mais les défis sont multiples en fait, parce que dans l'industrie 4.0, il y a beaucoup d'intelligence qui est associée intelligence artificielle. Exact, d'intelligence artificielle qui est associée aux différents objets qui sont connectés ou aux équipements. Alors évidemment, ça peut être des décisions critiques très importantes. Et si cette décision est changée par une attaque, ça peut créer des conséquences très très importantes. Dramatiques finalement. Là. Voilà. Donc, et le défi est aussi le processus d'adoption en fait de toutes ces technologies. Parce que si ce n'est pas une technologie de confiance, une technologie qui arrive non seulement avec de nouvelles fonctionnalités, des services, des avantages économiques ou autres, mais il faut que ça arrive avec un niveau de confiance et que toute la société soit prête à les adopter et à exploiter leurs avantages. Oui, il y a un niveau de sécurité plus élevé finalement. Là, on parle de cybersécurité, d'intelligence artificielle, d'automatisation. Pour vous, de votre côté, professeur Ebrahimi, comment vous voyez justement cette technologie d'industrie 4.0? Est-ce que ça rend les avions plus sûrs ou plus fragiles? Alors, ça dépend. Vous savez, un peu comme ma collègue le dit, et comme une sommité dans le domaine, je pense que ce que Gabriel a dit est très pertinent. Aujourd'hui, on parle même aujourd'hui de 4.0, on parle de 5.0, 6.0. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de l'intelligence artificielle et tout ça, ou de 4.0 ou 5.0, c'est une question de données. Alors, des données. Alors, pour que le résultat, alors peu importe si on est dans le processus de vérification, dans le processus de fabrication, ou si on arrive à donc contaminer les données, il est évident que quelque part on peut causer des torts. Alors c'est pour ça que on fait des progrès. Il faut pas aujourd'hui donner cette image que tous ces progrès-là finalement augmentent l'insécurité. De la même manière que tout ce qui est connecté ça peut ouvrir des brèches, mais aussi on développe aussi des éléments, que ça soit dans la formation des gens qui l'utilisent, mais également des appareils aussi efficaces pour essayer de détecter donc toute anomalie ou intrusion donc non souhaitée dans ce processus-là. Donc c'est pour ça que aujourd'hui il y a deux idéologies, si vous voulez, de façon générale, deux écoles de pensée qui sont un petit peu en place. Il y en a un qui disent, rendons la technologie plus efficace. La technologie, ce sera un rempart pour plus de sécurité et ce sera donc des portes étanches pour l'insécurité ou l'intrusion. Donc plus de technologie. D'autres qui disent, oui, plus de technologie, mais gardons l'humain à côté de tout ça pour que l'humain ait un jugement finalement, par son jugement et par son expertise peut apporter des choses. Par exemple, Gabriela disait tout à l'heure, on peut par exemple sur les écrans des pilotes arriver avec des informations erronées. Imaginez par exemple à l'heure de pointe à Montréal, dans une météo qui est pas très mauvaise, donc des pilotes qui sont en fin de l'après-midi qui arrivent et qui veulent atterrir, et là tout d'un coup à ce moment difficile, critique pour tout le monde, quelques avions fictifs apparaissent sur l'écran, donc c'est les hackers. Alors à ce moment-là, bien sûr, il y a une situation problématique, mais le savoir-faire de pilote, la formation de pilote peut aider à ce moment-là d'accompagner, supporter la technologie, au lieu de éliminer l'humain et donc de vouloir tout confier à la technologie. On peut également, oui, améliorer les technologies, augmenter les technologies, mais garder aussi comme une espèce de complémentarité l'humain-technologie. Et donc, il y a plusieurs études qui montrent que cette combinaison-là est plus efficace que l'intelligence artificielle toute seule. Voilà. Et puis une raison simple, c'est que l'intelligence artificielle
c'est que dans des cas qui arrivent pour la première fois, des cas imprévus, l'intelligence artificielle ne peut pas être nécessairement très efficace parce que les algorithmes sont très efficaces au moment où ils ont des données efficaces. Alors que dans l'aviation, tous les pilotes vous le diront, il y aura toujours des situations inédites, il y aura des situations qui n'ont pas été prévues. Et donc, c'est à ce moment-là, l'intelligence artificielle ou ces technologies-là vont pas être très efficaces. Et c'est là où le pilote peut intervenir parce que lui, il a une expérience, parce que là, lui, il a un savoir-faire et qui peut donc un petit peu changer le cours des choses. Donc, c'est vraiment ces deux éléments-là qu'il faut garder à l'esprit, la complémentarité homme-machine qui est l'option la plus efficace. Oui, la prochaine fois, on aura un pilote avec nous, on va essayer d'en avoir un. Professeur Nicolescu, les avions du futur seront des avions connectés, alors la cybersécurité sera encore plus importante car ils intégreront de nouvelles fonctionnalités de communication. Pouvez-vous nous parler de ces avancées? Pouvez-vous nous parler de votre projet Alliance Cybersécurité des avions du futur, actuels et futurs? Oui, bien sûr. Donc, dans les avions du futur, on planifie intégrer des nouvelles fonctionnalités. Il est prévu, par exemple, d'intégrer des services de télémédecine. On sait qu'aujourd'hui, si un patient ou un passager a un malaise, la seule solution, s'il n'y a pas un médecin dans l'avion, c'est de détourner l'avion au premier aéroport. Alors, on commence à embarquer des modules dans les avions qui pourront envoyer des paramètres sur le patient et le mettre en contact avec un médecin pour pouvoir faire un diagnostic rapide et aider à la décision qui va être prise. Oui. Évidemment, c'est en parallèle, on travaille sur ces modules sécurisés. Donc, ces modules vont être sécurisés. Oui. Il y a le décollage et l'atterrissage. Je suppose que ça, c'est surtout ça qu'on pense souvent là quand on pense. Oui. Qui serait autonome? Oui, il y a bien sûr la possibilité qui est déjà en discussion on commence par avoir un premier copilote virtuel et rester en vol avec un seul pilote, mais c'est envisagé aussi que les avions soient capables d'atterrir ou de décoller juste après l'appui d'un bouton par le personnel. Alors, bien sûr que tout ça peut se faire dans un environnement sécurisé. Évidemment. Premièrement. Et deuxièmement, comme mon collègue l'a dit, il peut y avoir des imprévus. Ça veut dire que si jamais c'est le cas, il y aura toujours un humain dans la boucle. Oui, qui est capable de récupérer. Ou d'intervenir ou vérifier si les décisions sont les bonnes. Et c'est pour cela que nous, dans nos projets de recherche, on travaille sur la technologie, mais on travaille avec les pilotes aussi. Les pilotes sont avec nous, sont partie de la solution. On essaye de voir ensemble, parce que c'est eux qui sont devant cette technologie, c'est eux qui la mettent qui sont embarqués avec, finalement. Qui l'exploitent. Oui. Donc c'est très important au moment de la conception de prendre ça en compte, très tôt dans le processus. Donc nous avons des pilotes avec nous, des pilotes qui sont même étudiants en parallèle. C'est très intéressant, très enrichissant et évidemment on est en discussion et en collaboration continue avec les partenaires industriels de plusieurs domaines. C'est très interdisciplinaire. C'est des problèmes très intéressants. Oui, on va suivre tout ça. On va mettre la page sur la page, le petit lien justement de projet Alliance Cybersécurité des avions actuels et futurs. Je vais terminer avec vous, professeur Ebrahimi. Du côté du personnel, justement, il y a des programmes de formation pour les pilotes, des équipages de cabine, des agents de contrôle de la circulation aérienne et aussi du personnel de l'aéroport. Ça aussi, c'est important d'avoir du personnel et du personnel bien formé. Oui, tout à fait. Il y a le responsable de l'aéroport de Roissy-Paris disait que moi, chaque matin, il y a 60 000 personnes qui entrent sur le lieu, sur cet aéroport-là, comme toutes sortes de fonctions, emplois. Et pour moi, c'est 60 000 brèches qui s'ouvrent chaque jour en termes de cybersécurité. Alors, il est évident qu'on ne peut pas aujourd'hui donc aller seulement sur le plan technique, donc de sécuriser tout ça. Ça le prend, c'est important.
Mais aujourd'hui, un des problèmes qu'on a, c'est les sous-traitants ou tous ceux qui sont dans la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, moi, je suis une compagnie aérienne, donc je respecte tout, donc tous les pare-feux au niveau de la cybersécurité ou même de l'entretien technique. Mais par exemple, imaginez que les personnes qui montent tout simplement très bêtement dans l'avion juste pour nettoyer l'avion. Est-ce que ces gens-là ont à un moment donné accès à l'avion, au système de navigation de l'avion? Parfois, on peut, avec une clé USB, avec des démarreurs et tout ça, arriver. Et puis, est-ce que toutes ces choses-là font partie des éléments? Quand on regarde un petit peu l'ensemble des personnes, ça fait beaucoup de monde et ça fait beaucoup de possibilités de faire mal. Alors, à ce moment-là, bien sûr, tous les systèmes technologiques et tout ça qui sont extrêmement importants, mais à côté de ça, cette prise de conscience, de la formation qui peut faire de chaque personne non seulement pas une brèche, mais aussi de faire plutôt au contraire un pare-feu, quelque chose qui empêche. C'est quand on sait, quand on est conscientisé autour de ces questions-là, le résultat est très 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 différent. Je vous donne un exemple. Il y a 1 ou 2 ans, vous avez entendu sûrement parler de cette histoire de fuite des données chez Desjardins. Donc, il y a beaucoup de données qui ont été... Le problème de Desjardins, à ce moment-là, ce n'était pas des questions technologiques, de pare-feu sécurité technologique. La technologie était à la fine pointe. Ce sont des gens malveillants ou des gens parfois tout simplement qui ne maîtrisent pas, et qui sont des brèches ouvertes qui ont été à l'origine de ça. Nous, on donne parfois des formations dans les entreprises et on les forme pendant 2 jours, 3 jours sur les tenants et aboutissants des questions sécuritaires. Et à la fin de la journée ou le lendemain après la formation, on envoie par exemple un email, un petit peu donc une piège, un hameçon, et puis on se rend compte qu'un pourcentage élevé des gens qui ont suivi 2 ou 3 jours de formation la veille tombent dans le piège. Vous voyez, donc ce qui fait que c'est cet aspect-là qui est difficile à maîtriser, à gérer, et donc encore là, la formation, la conscientisation, qui peut être un élément extrêmement important. Oui, on va se quitter sur cette note positive de passer de brèche à pare-feu grâce à la formation. Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Mehram Ebrahimi, directeur de l'Observatoire de l'aéronautique et de l'aviation civile, et de Gabriela Nicolescu, professeure et directrice du département de génie informatique et génie logiciel à Polytechnique Montréal. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci. Voilà ce qui termine l'émission. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, Fanny Robarcher. À la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Écoutez l'émission, réécoutez-la si vous l'avez aimée, partagez-la aussi et visitez aussi la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse. Passez tous et toutes une très belle semaine à notre antenne. Jin Jiahua est un chercheur typique